Bienvenue dans la troisième saison du podcast Marketing Cabinet Comptable. Tous les 15 jours, je vous apporte des astuces marketing au travers d'interviews d'experts comptables. L'objectif reste inchangé, vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet. Alors, sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, on se retrouve dans cette troisième saison et c'est le premier épisode et j'ai la chance de recevoir le grand, le talentueux Frédéric Tilliard. Bonjour. Bonjour Florian. Tu vas bien ? Très bien. Notre chance qu'on a, c'est qu'on a pu faire cet enregistrement en face à face. D'habitude, je le fais en visio dans les locaux de Cyril de Grillac qui nous les a prêtés. Donc, on fait un petit coucou à Cyril. Et on va être dans le vif du sujet. Donc là, aujourd'hui, ce que je veux, c'est qu'on ait l'expérience de Frédéric sur le côté marketing, où tu étais novateur, qu'on a lancé en 2007. Voir comment ça se passe aujourd'hui pour toi. Et à la petite boule de cristal, tu nous donnes des infos pour le futur, si tu le peux, bien sûr. Alors, premièrement, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais il ne doit plus avoir grand monde, je pense, dans la profession, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours et comment, en gros, tu es devenu un précurseur sur le côté marketing de la profession ? Avant de me présenter, déjà, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast, que je suis régulièrement, Florian. Donc, pour me présenter, donc, je suis expert comptable. Je suis situé dans la région Normandie, donc à l'extrême de la Normandie, de côté Bretagne, donc à Granville. Dans lequel je suis expert comptable, dans un cabinet indépendant qui emploie maintenant une 50aine de personnes. Et puis, par ailleurs, j'anime également un projet que j'ai créé il y a une douzaine d'années, qui s'appelle le Label Copilote, qui est une alliance de cabinets d'expertise comptable indépendants, comme le mien. C'est top. T'as été précurseur, mais pourquoi ? Gros, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es arrivé là et quelles ont été tes premières applications de marketing en 2007, en gros ? C'est comme ça que tu t'es fait connaître ? Oui. En fait, j'ai eu un petit peu de chance puisque au moment où j'ai racheté le cabinet, le temps, c'était en 2002, le temps de le structurer un petit peu, de faire un certain nombre de changements, notamment informatique, tout ce qui était technologie, etc., de faire évoluer un petit peu l'équipe et de me roder un petit peu en rôle d'entrepreneur, j'ai eu une volonté de développement et je me suis dit en tant qu'entrepreneur, pour me développer, comment est-ce que je m'y prends ? Et j'ai découvert un peu le marketing, un peu comme Monsieur Jourdain, par rapport à la prose. Et donc, finalement, le marketing, pour moi, c'est du bon sens. Et j'ai pu vérifier par la suite que certaines réflexions que j'avais eues en tant qu'entrepreneur, tout simplement, ça correspondait à des démarches marketing, mais seulement après les avoir expérimentées. Donc finalement, je l'ai fait d'abord par expérience, par ressenti et par goût. Et à l'époque, dans mon petit cabinet indépendant, c'était les années, on s'apprêtait à déménager. Et j'étais en plein centre-ville. Et je m'attendais je prévoyais d'aller donc plutôt un petit peu en périphérie, donc quand même sur la ville, mais un petit peu à l'écart du centre. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour communiquer sur cette action de déménagement ? Et en fait, le marketing et la communication m'ont beaucoup aidé à ce moment-là, parce que j'ai profité de cet emplacement qui était excellent, parce qu'on aurait pu penser de se dire c'est dommage de communiquer sur cet emplacement, parce que comme je vais déménager bientôt, et en fait j'ai fait une campagne de communication qui était en 2 temps, un peu classique, c'est on attire l'attention, et puis dans un deuxième temps, on passe un vrai message qui était celui du déménagement pour montrer que le cabinet était en développement, qu'on se développait, qu'on avait plein de choses à offrir. Et finalement, on a fait une campagne qui a été extrêmement remarquée. Et c'était en plein au moment où le marketing s'est ouvert pour les cabinets. Donc c'était une bonne synchronisation d'action. Et finalement, c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu le marketing, réfléchir qu'est-ce qui nous différencie vraiment, et ensuite comment on le communique et comment on le fait savoir aux autres. Il y a un mot qui m'a tilté dès le départ là. Tu as dit, c'est le mot entrepreneur. Tu t'es pas dit, on était plutôt dans une profession libérale derrière, ça va venir tout seul. Pourquoi je m'embête à faire ces réactions ? Pourquoi je me dis, je vais essayer d'aller chercher moi-même ? T'étais déjà un petit peu novateur sur cet esprit déjà. J'aime bien un peu le challenge, et pour moi, dans le challenge de l'entreprise, il y a la croissance. Une entreprise en croissance, c'est aussi une entreprise qui est en bonne santé, donc qui recèle des opportunités pour les équipiers qui m'accompagnent. C'est vrai qu'on a plus d'opportunités dans un cabinet qui progresse que dans un cabinet qui stagne. Donc ça permet aussi de faire progresser les gens, de les faire évoluer au rythme qu'ils souhaitent. Donc la première réflexe, ça a été vraiment de partir vers le développement, parce que pour moi c'est du positif. Voilà. On crée des opportunités, on développe, et puis après, les moyens que j'ai trouvés aussi, c'était de sortir de mon cabinet. Ça, très tôt, je l'ai fait, parce que en tant qu'entrepreneur, c'est pareil, je voulais pas être le nez dans le guidon, et je voulais pouvoir avoir... alors j'étais très actif déjà sur la veille à cette époque-là. Je crois que ça, c'est un truc qu'on peut donner, une petite astuce qu'on peut donner aux personnes, c'est vraiment de faire de la veille. Pour un entrepreneur, la veille, moi, ça m'a apporté énormément dans ma carrière. Donc,
sortir de son cabinet, sortir de la technique, et puis le goût du challenge aussi, forcément, hein, puisque à l'époque, ce qui m'a fait apprendre aussi sur le marketing, ça a été très tôt de participer au premier trophée Marcom. Hein. Ouais. Ça a été le premier challenge que j'ai fait. Après, il y a eu les trophées CEG, maintenant les trophées de l'influence digitale. Mais en fait, tous ces trophées ou ces challenges, ça nous permet moi, ça m'a permis, en tout cas, comme j'avais le goût du challenge, de me dépasser. Pour d'autres, ça sera peut-être le sport, mais c'était un peu une sorte de sport entrepreneurial. Ça te permet au moins de ne pas rester sur tes acquis. Et est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ton expérience, ta vision de ce que tu as vu de justement 2007, quand tu as lancé ça, jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu vois vraiment des grandes évolutions ou pas? Alors oui, effectivement. Alors, je dirais qu'il y a eu deux étapes pendant une dizaine d'années, entre 2007 et voilà... il y a 6-7 ans, 5-6 ans, il y a eu ce que j'appelle, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans la courbe du changement. C'est-à-dire que on a l'habitude de dire, il y a la phase du déni, les dénis, la colère, la peur. En fait, c'est tout ce qui va être, on est un peu paralysé, et la profession, je pense, a été un peu paralysée. Et s'est dit, on change rien, c'est nouveau. On sait pas comment se comporter par rapport à ces changements. Puis après, il y a la phase de tristesse ou de deuil, en fait, où on se dit, bah oui, c'était mieux avant. Bien sûr. Mais on commence à intégrer. Ça veut dire que si c'était mieux avant, c'est que ça a changé, et on a compris que ça avait changé. Donc on est prêt, après, il y a cette phase d'acceptation. Et je dirais, pendant une dizaine d'années, il y a beaucoup de confrères qui se sont retrouvés dans une phase de déni, de colère, de peur, voire éventuellement un petit peu de tristesse, mais il y en a assez peu qui ont pris le taureau par les cornes pour essayer de profiter de la réforme. J'ai eu la chance de le faire, et ça m'a été profitable pour mon entreprise, parce que forcément, quand on est un petit peu éclaireur, finalement, on se fait remarquer très vite. Dans une profession où il y avait très peu de communication, on se fait vite remarquer. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et je dirais que pendant 10 ans, sur les 5 dernières années, par contre, il y a une accélération. Et on voit que le marketing, maintenant, il est quand même rentré dans la logique de fonctionnement de tous les grands cabinets et des cabinets moyens, même les petits, ceux qui se positionnent sur des niches. Il y a déjà plus de réflexion, et comment est-ce que je vais réfléchir, effectivement, penser vraiment marketing, sur quoi je dirais même peut-être chez les tout petits, c'est peut-être encore plus présent parfois. On en voit qui se disent, bah tiens, je choisis vraiment mes clients, je prends qu'un secteur, et c'est ce qu'on leur conseille, enfin c'est ce que je leur conseille, c'est de pas prendre tous les clients, hein, ça, c'est l'évidence au niveau du marketing, mais en tout cas, c'est important. J'ai vraiment l'impression que on est obligé de faire un effort de chef d'entreprise maintenant, si tu veux. Ou d'abord, tant mieux. Il y a eu une période, une croissance vertueuse, les cabinets allaient bien, où on pouvait se concentrer sur notre product. À l'heure d'aujourd'hui, maintenant, il faut penser plus en mode chef d'entreprise, où tu es obligé d'avoir ces supports à côté pour vraiment, si je veux bien vendre, je veux avoir ce côté commercial. On a le problème de la rémunération avec les collabs, l'organisation, ainsi de suite. Donc, il faut que je m'occupe de ça. Tu as dû faire un effort, et du coup, tu te sens plus maintenant chef d'entreprise ou expert comptable? Alors, je me sens plus chef d'entreprise. Ça fait déjà plus de 10 ans que je ne travaille plus avec mes clients entrepreneurs, que j'ai pris le recul. Je l'ai dit très tôt, j'ai souhaité prendre du recul, et maintenant j'ai mis en place un certain nombre de fonctions support sur différents leviers, comme par exemple les RH, le numérique ou la partie marketing. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Mais un des points clés qui m'a permis d'avancer, ça a été de recruter des personnes, ces fonctions justement, qui sont dédiées à un rôle, parce que à partir du moment où on recrute une personne, c'est elle qui va venir mener les actions, et qui va venir solliciter le chef d'entreprise en disant, voilà, tu m'as recruté, maintenant tu me donnes du job, je vais le faire pour toi, mais il faut que tu me consacres un peu de temps. Donc en fait, on se trouve obligé de jouer un vrai rôle de chef d'entreprise, et de plus être le nez dans la production. Donc c'est finalement ces recrutements externes, de les amener très tôt dans l'entreprise, moi ça m'a beaucoup aidé. Alors que peut-être on pourrait se dire, je vais pas avoir le temps de m'en occuper. En fait, c'était l'inverse. J'ai fait les recrutements, et j'étais obligé de m'en occuper. Et du coup, j'ai été obligé de déléguer. Ça t'a pas fait une pression? Non, je trouve ça sympa. En tout cas, toute cette évolution en fait de la technique vers le rôle de chef d'entreprise, c'est quelque chose auquel j'aspirais depuis le départ. Donc, moi, ça a été naturel pour moi. Et j'ai une petite question, parce que je vais vous dire un petit peu comment ça se passe en off. C'est que souvent, à mon invité, moi, je lui envoie les questions pour qu'on se mette un peu d'accord et qu'on discute. Et là, hop, pour Frédéric, j'en ai une qui vient d'arriver, donc je voulais te demander, dans ta façon, du coup, en organisant comme ça, tu t'es dit plutôt que ça allait compléter ton offre auprès de tes clients, ou tu t'es dit, attends, je sors de ce rôle d'expert comptable, purement comptable, voilà, on m'enlève, je veux aller plus loin, je me structure, et donc je vais vraiment faire, en fait, tout l'administratif. C'est un peu comme ça que tu t'es dit, ce que t'a permis de te structurer, peut-être?
Bah, je me suis dit que pour aboutir à mon objectif de développement et mes projets au niveau du cabinet, il fallait que je prenne du recul, que pour prendre du recul, j'avais besoin de m'appuyer sur des fonctions. Et aussi, il y a un point qui est très important, c'est que j'ai tenu compte de ma personnalité, de mes aspirations, et je connais aussi mes limites. Par exemple, je suis pas quelqu'un d'organisé, ce qui peut paraître surprenant dans la profession. Et donc, j'ai très vite pris des collaborateurs qui soient complémentaires, qui soient capables de faire face à mes faiblesses, en fait. Donc, très tôt, être capable de faire une juste analyse entre ce qu'on veut, ce qu'on sait bien faire, ce qu'on prend plaisir à faire, et ce qui est porteur aussi au niveau du marché. Donc, essayer de faire un petit peu un triangle entre toutes ces notions et de se dire, bah, mon positionnement, il est un petit peu en rapport par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que j'aime faire, et par rapport au potentiel de ce que ça pourrait faire à l'avenir par rapport à mon projet. Et puis on remarque que tu as un cabinet d'expertise compta, tu fais plus de compta, mais ça permet quand même, en te restructurant et t'organisant, et bah, de répondre à la demande. Oui. Donc c'est top. Et d'avoir fait ce métier, bah, c'est quand même très utile parce que forcément, évidemment, quand on manage des personnes qui ont fait le métier, on a une légitimité naturelle qui est importante aussi, qui dans la profession est nécessaire. Pour manager, c'est vrai que c'est pas facile si on n'a pas vécu le métier, si on n'a pas monté des bilans, si on n'a pas fait de l'audit. C'est pas facile de manager des personnes qui sont dans les pôles audit ou dans les pôles expertise ou pôle comptable. Là, je l'ai fait à un moment donné. Je suis pas resté très longtemps, mais au moins je comprends tous les tenants et les aboutissants du métier et la façon dont il évolue par rapport aux technologies qui arrivent. Bah, on te remercie sur la partie en fait passé. Maintenant, je vais t'amener sur le côté présent. Moi, ce que je voudrais que tu m'aides là tout de suite, c'est donner des conseils pratiques, comment tu as réussi à organiser justement dans ton cabinet marketing, expertise. Donc la première question, c'est quels sont les conseils marketing que tu pourrais donner à un cabinet comptable, ex nihilo, qui se lance? Comment on fait pour se démarquer aujourd'hui? Alors, se démarquer, je pense que, bah, je le disais tout à l'heure, j'ai peut-être un peu précédé ta question, mais finalement, pour moi, c'est de bien trouver le point de convergence entre donc ce qu'on fait le mieux, ce dans quoi on prend le plus de plaisir et ce qui est porteur. Donc, pour évaluer ce qui est porteur, il faut aussi une dose de veille. Je l'ai rappelé tout à l'heure, la veille, je pense que c'est une composante essentielle. Moi, j'ai aussi pas mal lu, en fait, des ouvrages. Alors, aujourd'hui, ça va peut-être être écouter des podcasts ou regarder des TED, mais donc des vidéos YouTube. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut s'immerger, voir plus loin dans son métier, essayer d'identifier quels sont les facteurs de différenciation. Par exemple, tout de suite, bah, ce serait l'IA, voilà, des choses comme ça. On sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui va bouger de ce côté-là. Ça va être les clés managériales du nouveau mode de management. Enfin voilà, on sent en fait les grandes tendances et on va se positionner en tant que chef d'entreprise par rapport à ces grandes tendances et prendre un positionnement clair. Donc dans le marketing, c'est vrai qu'après les conseils qu'on peut donner, c'est vraiment de prendre un positionnement le plus clair possible, de dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, voilà, de le faire savoir. Hein. Faire ce qu'on dit, c'est le faire savoir, parce que finalement l'expert comptable, un petit peu le petit défaut qu'il a à l'origine, c'est il a le savoir-faire, mais il n'a pas beaucoup le faire savoir. Donc c'est ce qui nous a permis avec la communication de développer et de passer de 5 à 50 collaborateurs dans un temps relativement court finalement. Je vais venir t'embêter, tu vois. Je vais te dire, je suis un jeune, je viens d'avoir mon diplôme, je me lance ex nihilo. Il faut bien que je mange quand même. J'aimerais bien faire que de la RSE, mais le problème c'est que bah c'est difficile, c'est souvent avec les gros groupes ou après ça va pas répondre à tout le monde. Est-ce que je peux me faire une partie marketing pour développer ça et à côté faire un petit peu de la sous-traitance auprès de mes confrères ou prendre des cas généraux? Est-ce qu'on peut se permettre de faire ça et communiquer que sur un truc, d'après toi? Alors, je pense que déjà, effectivement, de déterminer quel est mon savoir-faire, qu'est-ce que je sais bien faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, ça je le disais juste avant. Et une fois qu'on a fait ce triangle et qu'on a fixé ses objectifs, on a un cap. Et dans toutes les décisions qu'on va prendre, on va toujours avoir en tête ce cap, d'accord ? En se disant, bah, peut-être qu'à un moment donné, le bateau, il va pas aller tout à fait droit, hein, il va suivre le vent, il va prendre le vent, mais à un moment donné, on sait au final où on veut aller. Donc ça, c'est déjà essentiel. Donc là, pour un jeune, effectivement, s'il se dit, bah voilà, la RSE, c'est ce qui me passionne, moi je vais y aller sur ces marchés-là, mais par exemple, j'ai du mal à trouver des entreprises qui ont une préoccupation qui est à la hauteur de la préoccupation d'aujourd'hui. Bah effectivement, faire un peu de sous-traitance en attendant, c'est aussi un moyen, faire de l'enseignement, peut-être aussi, sur le savoir-faire qu'on a. Essayer de toujours garder, voilà, de pas aller prendre le risque, ça pourrait être dire, bah tiens, il y a par ma famille, je peux avoir tel dossier, etc. Mais ça va pas correspondre du tout à ce que je vais faire. Ensuite, je vais devoir apprendre à traiter un autre secteur d'activité que je maîtrise pas. Je vais passer énormément de temps.
Et donc, essayer de faire de la sous-traitance par rapport à des plus grands qui éventuellement vont avoir le marché que je vise, ça peut être quelque chose d'intéressant pour démarrer. Parce qu'on se dit, j'ai déjà le savoir-faire, ça me permet de cultiver mon savoir-faire. Dans le même temps, je le fais pour les autres pour démarrer. Puis peut-être à un moment, je vais pouvoir affirmer mon offre. Ou peut-être le marché aura mûri aussi. Bien sûr. Parce que sur la RSE, c'est un marché qui va mûrir par des contrats réglementaires et obligatoires qui vont arriver. Donc je l'anticiperai un petit peu comme ça. Je le fais pour les autres. Je suis un spécialiste, je suis identifié comme un spécialiste, donc je peux intervenir. Et puis à un moment donné, le curseur va s'inverser. Je vais faire peut-être de moins en moins de sous-traitance et de plus en plus de mon compte. C'est bien d'avoir une stratégie de départ, prendre un temps, on va dire, au début, en disant voilà vers où je veux atteindre, se donner un cap, on va dire 10 ans, 5 ans. Ouais, 5-10 ans. Ouais. Et ça peut, Ouais, bien sûr, ça peut varier, bien sûr, mais en se disant bon, bah, à chaque fois, je garde ça en fond, j'essaie d'atteindre ça en prenant différents parcours, sous-traitance ou formation. Mais il faut bien être clair dans ce qu'on veut, donc déjà ta strat, après communiquer dessus, comme tu viens de dire, proposer aussi des offres et déterminer des prix. Est-ce qu'on peut parler de prix? Parce que Bien tu sais, on sûr. n'aime pas parler de prix, nous. Alors on peut parler de valeur déjà. Donc, Exactement. Ce qu'il faut, c'est valoriser. Hein, c'est aussi un des conseils qu'on donne souvent aux experts comptables. C'est la difficulté, c'est de prendre conscience de la valeur. Pour venir très concrètement par rapport à une expérience, une petite anecdote, une expert comptable qui a rejoint le réseau Edelab, qui est d'ailleurs co-animé par Cyril. On est dans ses locaux. Coucou Cyril. Elle me dit, après quelques mois chez Edelab, j'ai appris quelque chose d'important, c'est en échangeant avec les autres, que la valeur de mes missions, elle était supérieure à ce que je vendais, en fait. Et en fait, elle n'osait pas l'affirmer. Et en discutant avec les autres confrères de manière libre, dans un réseau dans lequel on se sent à l'aise, on est sur, voilà, on parle simplement, on ose se confier, bah, elle a pris conscience que c'était elle qui n'allait pas assez valoriser et pas assez défendre sa valeur. Parce que souvent, ça peut être lié à une problématique de se dire mais j'ai un manque de confiance en moi un petit peu quelque part, Bien sûr. donc je vais pas aller au bout de ce que je vaux. Et en fait, en se benchmarkant, en analysant un petit peu avec d'autres, bah, c'est de se rendre compte finalement, ça va pas là, je suis pas au niveau où je devrais être, il y a pas de raison, je vais le défendre. Après, tu vois, c'est difficile parce qu'on n'a pas eu assez de cours, on va dire, sur la partie, au départ, dans le deck, DSCG, sur le marketing, savoir vendre, les valeurs. Est-ce que tu aurais une petite technique pour quelqu'un qui part de zéro en disant oui, ma valeur, comment je peux la déterminer et à quel prix? Du coup, benchmarker, tu m'as dit de voir, bah, par exemple, mes confrères, ils sont à tel prix, mais après, derrière, me dire attends, en fait, je fais un peu plus. Est-ce que je me concentre sur le prix de ma mission, purement les marges, je reviens ou... D'avoir vraiment une analyse à partir de la valeur et de renoncer à l'analyse par le coût de revient. L'analyse par le coût de revient, c'est ce qu'on nous apprend. C'est dur. Mais en fait, le problème, c'est que le coût de revient, c'est important. Si jamais ton prix proposé ou le prix accepté par le marché, il était inférieur à ton coût de revient, là, tu as un problème. Ouais. Faut que tu changes de marché. T'es pas sur le bon produit, t'es pas sur le bon segment. Donc ça, le coût de revient, il est important pour vérifier la rentabilité. Mais il doit pas être la base du chiffrage de la valeur que tu vends. Parce que ce qu'il faut avoir, c'est vraiment se mettre dans la peau du client et regarder, observer le marché. C'est le marché qui va donner le prix. C'est ce que le client est prêt à acheter qui va donner le prix. Donc la difficulté, c'est souvent que nous, notre analyse, c'est plutôt de partir de coût de revient et de dire je veux tant de marge, donc je détermine mon prix de sortie. Bien sûr. Mais en fait, le raisonnement, il faut vraiment partir de l'analyse de la valeur. Et la valeur, il faut aussi apprendre à la mettre en lumière, parce que finalement, c'est aussi dans les synthèses, dans la capacité, dans les échanges, dans la relation, dans le nombre de points de contact qu'on va avoir avec un dirigeant sur une année, qu'on va affirmer cette valeur et la valoriser. La qualité des synthèses, des comptes rendus, de la valeur qu'on transmet, il faut que le client la voie. Donc il faut la rendre visible, alors que parfois dans nos métiers, par l'obligatoire, elle est un peu trop invisible. Donc à chaque fois qu'on va pouvoir faire sortir la valeur, ben on la fait sortir, et c'est ça qui va permettre aussi de défendre le prix qu'on a vendu au départ. C'est peut-être là aussi on a nos lacunes, c'est qu'on ne se rend pas compte de la valeur qu'on a. Moi je l'ai remarqué au cours de mes 10 ans au cabinet, c'est que les clients ils seraient prêts à tout payer, c'est lorsqu'on fait un contrôle fiscal, ou qu'il y a l'URSSAF, et que du coup, il n'y a pas une reprise dessus. Et là, ils disent, wow, c'est super bien votre travail, vous faites tout ça. Que quand on fait le régulier, que tout se passe bien, on est un petit peu dans l'ombre, hein, tu vois. Et donc, on se dit, bah, on sait pas trop ce qui se passe. C'est un peu comme les assurances. Tant qu'on n'a pas de soucis, bah, en fait, on dit, bah, on paye, mais il n'y a rien. C'est vrai, tu fais ce que tu dis, hein. C'est vraiment au moment, le contrôle fiscal, il va être le révélateur, en quelque sorte. Oui, de notre valeur. Que le travail est bien fait et que, effectivement, il y a rien à redire, par exemple, sur un bilan ou sur une déclaration. Il faudrait peut-être derrière, en fait, qu'on se fasse une checklist en disant, voilà, quelle est la valeur, voilà, comment on accompagne, qu'on évite les contrôles fiscaux, on ait les points de tranquillité où vous pouvez vous concentrer,
Et en fait, on n'ose pas aller sur ce côté, c'est un peu galvaudé mon mot, mais dire un peu faire rêver le client en disant voilà, je vous donne la tranquillité. On veut trop être dans les chiffres sur le concret, nous. C'est vrai. C'est dû à aussi à notre déontologie, hein, le fait qu'il faut qu'on dise des choses concrètes, mais bon, on peut pas aller un peu plus loin sur le marketing d'après toi? Est-ce que tu pourrais, par exemple, je rebondis sur ma question d'après, nous donner des exemples concrets de strat ou ton expérience que tu as eue dans ton cabinet ou par exemple chez Label Copilote, vous avez accompagné peut-être des cabinets. Dis-nous des choses qui pourraient, waouh, ça sort du lot et ça a fonctionné. Alors, je vais te dire un fondamental de ce qui a permis la progression de mon cabinet Copilote. Oui. En fait, à l'époque, moi, je vais appliquer ce que j'ai dit juste avant. C'est-à-dire, ce dans quoi j'étais bon, c'était plutôt les technologies, l'informatique. D'ailleurs, ce que je voulais faire dans mon premier métier. Donc, en fait, je me suis dit, en quoi ça va me faire gagner du temps sur la production. D'accord ? J'optimise au maximum. Donc, très rapidement, on est passé d'un cabinet qui était quasiment zéro informatique à un cabinet totalement équipé en réseau, utilisant des outils très tôt de captation de relevés bancaires, etc. très très tôt. Donc en fait, on a optimisé tout ça. Ensuite, on a créé des plateformes qui adressaient les clients pour simplifier dans l'échange, c'est-à-dire une gestion électrique des documents et une compta en ligne. Donc ça, c'était 2007-2008, c'était vraiment très très tôt. Ah oui. On avait assemblé, il y avait une compta en ligne à un endroit, il y avait une GED à un autre endroit, et qui était partagée. Donc GED en 2005 et GED partagée avec les clients en 2007-2008. Et puis il y avait une newsletter d'actualité spécifique au métier du client qui lui était envoyée. L'ensemble de cette offre-là, c'était une offre qui a créé un point de différenciation. Je pense que ce qu'il faut retenir, parce que bien sûr, l'exemple, il est plus up-to-date par rapport au moment, mais ce qu'il faut retenir, c'est créer quelque chose qui n'existe pas, qui va permettre de véritablement se différencier. À l'époque, ça n'existait pas. Donc c'est un côté innovation. L'innovation va créer de la valeur, d'accord ? Et puis en contrepoids de ça, c'est de se dire, on va pas travailler que sur les technologies, c'est les technologies, elles viennent libérer l'humain, d'accord ? Et on va avoir un échange avec un nombre de points de contact avec le dirigeant qui est plus important que la moyenne, que la concurrence. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ces points d'échange ? On va lui apporter de la valeur parce qu'on va penser plus large. C'est un peu le résumé de la marque et du positionnement de la marque copilote. On va pas se positionner comme un expert comptable, mais comme un copilote, c'est-à-dire vraiment encore plus près, c'est-à-dire être là pour toutes les décisions importantes du dirigeant, et avoir le nombre de points de contact qui permettent de défendre ça. Une fois qu'on a eu créé cette offre, finalement, il n'y avait plus qu'à la communiquer. Et en fait, c'est le côté le plus facile. On arrive à définir son offre de service, on l'expérimente et on la teste avec quelques clients, et puis ensuite on commence à communiquer dessus quand on voit que... Et alors, parallèlement, il faut augmenter le prix. Parce que quand on est dans une approche forcément de valeur... T'as plus de travail. Il y a plus de travail, et aussi, ça a plus de valeur, comme on le disait juste avant. Donc en fait, évidemment, on passe pas... mais on peut se permettre, quand on augmente la valeur, d'augmenter le prix assez rapidement. Donc ce qui fait qu'on a fait des augmentations tarifaires qui étaient assez importantes, mais en contrepartie, on injectait des nouveaux services et des nouvelles façons de faire les choses. Plus on gagnait du temps sur la partie production. Donc en fait, ça s'est équilibré, ça a permis de monter la valeur moyenne du panier moyen client de manière assez significative et que ça corresponde à un accompagnement qui commençait à devenir différent, ce qui fait que on n'a pas trop eu peur à un moment donné de se retrouver par rapport à l'expert comptable qui prenait le prix le plus bas par exemple du marché sur la place. Mais on se retrouvait à 50% au-dessus de ses prix. Mais c'était pas un problème, parce que les gens nous assimilaient comme complètement différents. D'ailleurs, notre slogan expert et différent nous a un petit peu aidé. On a appuyé un peu sur la différence en disant, ça veut pas dire mieux, ça veut pas dire moins bien, ça veut dire on traite les choses différemment, on propose autre chose, et on le propose à un prix qui est différent aussi. Moi, j'allais te poser la question d'après, là, tu m'as dit 50% des prix, donc ça y est, on a du concret, on a du chiffre. Ouais. Et c'est très bien ce que tu dis, c'est que, en fait, on a un espace de positionnement dans la profession où on peut être un peu partout. C'est-à-dire qu'un client qui va chercher le prix le plus bas, ça va pas correspondre à ton offre. Parce que cette personne-là, ça va pas aller, ça correspondra pas. Quand on me dit souvent, on va avoir tout ce qui va être les cabinets en ligne, moi, ça m'inquiète pas, parce que c'est pas du tout les mêmes positionnements, c'est pas du tout les mêmes clients. Donc, ce qu'il faut en tout cas, c'est que vous-même, les cabinets, vous ayez, vous connaissiez en fait votre identité. Parce que dire je suis expert comptable, on peut plus à l'heure d'aujourd'hui. Il faut voir plus loin en disant je suis sur une spécialité, je fais du haut de gamme comme tu as fait, je fais du low cost, mais au moins être clair dans son positionnement, on sera clair dans nos prix, ainsi de suite. Donc moi je trouve ça super bien. Pour rebondir là-dessus, il faut l'expliquer aussi aux collaborateurs. Parce qu'au départ, le collaborateur, il peut être frustré aussi de dire on va perdre ce client-là parce que maintenant on est trop cher, ça correspond plus à ce qu'il veut, etc. En fait, c'est pas qu'on est trop cher,
c'est qu'on lui apporte plus le service, enfin, c'est pas le service qui lui correspond. Voilà, bien sûr. Donc en fait, c'est normal qu'on soit trop cher par rapport à certaines typologies de clients. Et on a perdu, je me souviens d'une époque, on avait perdu 2 clients par un compta en ligne. C'était pas du tout un souci. On s'est dit voilà, mais il faut l'expliquer au collaborateur parce que lui, ça peut le toucher. Il se dit mais on perd ce client-là, pourquoi? Est-ce que c'est le prix vraiment? Non, c'est pas vraiment le prix. C'est que le service qu'il attend, c'est plus celui que le cabinet a décidé de délivrer. Et donc c'est normal qu'il sorte. Bah en gros, je vais faire à côté peut-être un amalgame. C'est je vais acheter un vêtement par exemple à Kiabi, je peux pas m'attendre à avoir un vêtement Dior. C'est pas la même chose. Par contre, je vais m'y retrouver au niveau prix. Donc voilà, il faut juste qu'on annonce clairement ce qu'on a. Je rebondis aussi. Il faut pas vendre du Dior et les prix du Kiabi. Voilà, c'est pas cohérent, voilà. Mais c'est pareil, voilà. Donc faut être cohérent. Et pareil, si tu me vendais pas cher et que tu faisais une Rolls-Royce, ton collab, en fait, on va tirer dessus et ça correspond pas. Par contre, ça a joué pour le recrutement, en disant, voilà, moi, ça m'a attiré parce qu'on fait du premium et je vais pas faire que de la saisie. Tu penses que ça joue là-dessus maintenant? Oui, je pense que ça a joué. Alors, ce qui a joué aussi, c'est évidemment le positionnement a joué en lui-même, comme tu viens de le dire, mais aussi la communication. Et finalement, l'attractivité, c'est aussi des pratiques RH. Donc, on a aussi fait évoluer nos pratiques RH. Et on a profité de notre communication qu'on avait expérimentée côté client pour l'expérimenter côté candidat. Et finalement, c'est un petit peu le parallèle, c'est la même chose. Hein. C'est du marketing, la marque employeur, c'est le marketing des RH. Hein. Donc, évidemment, on va pas s'adresser aux clients, on va s'adresser aux candidats, mais c'est un petit peu la même logique. Donc, comme on était bien rodé sur la partie client, on a été bien rodé sur la partie RH et on n'a pas trop de problèmes de recrutement. Je dis pas que on s'est tendu quand même, hein, mais on a fréquemment des collaborateurs, on a même parfois qui déménagent. C'est arrivé 3 fois dernièrement. Des collaborateurs nous ont dit, moi je déménage c'était un de Bordeaux, un de région parisienne, et un autre plutôt dans le centre, plutôt du côté de Lyon. C'est des personnes, en fait, ils nous ont dit, nous on vous contacte parce qu'on a regardé, c'est la région dans laquelle on veut arriver, voilà, parce que la famille ou d'autres raisons. Eh bien, en fait, on a choisi qu'un seul cabinet. Voilà. On a regardé ce que vous faisiez, on s'est un petit peu renseigné, et moi je cible qu'un seul cabinet. Donc 3 fois, on a eu des personnes qui sont venues nous dire, nous on voudrait travailler chez Copilote idéalement. De communiquer, ça permet d'avoir des réponses à leur donner, de comprendre comment ça fonctionne, et derrière, en même temps, toi, ça te permet aussi de passer moins de temps à sélectionner les personnes, parce que ça va peut-être pas correspondre. C'est un positionnement. Tu peux pas lui dire je te paye pas cher, tu vas faire que de la saisie. Il y en a peut-être, ça va peut-être leur plaire, d'autres non. Mais il faut le dire, je pense. Ouais. Il faut pas rester dans ce flou. Il faut être authentique. Ouais. C'est ça qui bloque. Je pense qu'on n'ose pas se mettre à nu. C'est peut-être ça l'expert. Oui, parfois une réserve aussi au niveau de la communication. Maintenant, c'est arrivé. C'est vrai que autant le marketing, je l'ai dit tout à l'heure, ça a mis peut-être 10 ans. Plus récemment, avec les difficultés et la raréfaction des profils, hein, qui est principalement lié au dynamisme des cabinets, parce que finalement, le dynamisme des cabinets et le nombre de postes qui sont recrutés tous les ans, il est supérieur à ce qui sort des formations. Ouais, donc en fait, aujourd'hui, c'est ça qui crée cette rareté. Donc c'est pas en soi qu'on ait des problèmes d'attractivité, on en a parce que on recrute plus que ce qui est produit par les filières de formation. Donc ça crée des problèmes d'attractivité et ça fait que les cabinets se challengent. Ils ont bien compris, tous ces cabinets, que la marque employeur, c'était un sujet à travailler. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on a anticipé déjà depuis plus de 5 ans au sein du label Copilote. Et en fait, tout à l'heure, j'ai expliqué, j'ai créé une offre de services différente. Si je veux créer un point d'attractivité différent, il faut que j'explique en quoi mes pratiques managériales ou mes pratiques de ressources humaines, elles sont différentes des autres. Si je le dis clairement, si je le vis clairement, que les collaborateurs ils trouvent en interne que ça correspond à ce qu'on le dirigeant veut faire, ensuite il n'y a plus qu'à communiquer. Ouais. Ça sera amplifié en plus par les témoignages des collaborateurs au local, donc ça fonctionne. De toute façon, de manière directe, dans le marketing, tu es obligé de parler de RH. Là, tu viens de nous expliquer que tu voulais faire une offre beaucoup plus grande. Donc, offre plus grande, il va falloir que tes collaborateurs puissent absorber. Ils peuvent pas, donc il faut embaucher. J'embauche qui? Donc des personnes spécifiques dans les RH, ou ainsi de suite. Donc, en fait, c'est d'avoir tout son objectif derrière pour répondre aux besoins, c'est de voir toutes les strates, même support de notre cabinet. Est-ce que tu aurais d'autres exemples concrets de strates marketing, en dehors de ton cabinet, ou qui t'ont peut-être fait sourire sur 2007 jusqu'à aujourd'hui? Un truc qui t'a dit, waouh, ça c'est bien et ça se démarque. Et là, je t'ai mis à blanc. Ça y est, on est réussi. Moi, une chose que j'ai appréciée, c'est quand tu me parlais de la coccinelle que vous avez mis sur vos voitures. Ouais. Ça, c'est top, ça. Ouais. De mettre
Bah, on n'aime pas dans les cabinets, tu le vois, hein. Tout le temps, on va mettre les initiales, ainsi de suite. Là, t'as mis un animal. Ouais, on peut parler un peu de ça, si tu veux. Vas-y, avec grand plaisir. Bah, en fait, effectivement, un des points de croissance de la marque Copilote, ça a été le choix de notre mascotte, en fait. Donc, à un moment donné, on s'est dit, bah, Copilote, on a compris l'accompagnement, pilote-copilote. Un pilote, c'est le dirigeant, copilote, l'expert comptable, qui est vraiment à ses côtés. Et puis, en fait, il y a ce slogan, expert et différent, pour montrer que, bah, voilà, on a une offre qui est différente, annoncer la couleur dès le début. Et puis, en fait, il y a eu cette mascotte qui est arrivée très vite, la coccinelle, qui est un animal qu'on a choisi déjà parce qu'il était à nos couleurs, puisqu'on était en rouge. Voilà, rouge et noir, donc ça correspondait plutôt bien aux couleurs de l'ordre en plus. Et puis, c'est un animal qui libère. Pourquoi qui porte bonheur déjà. Parce que on dit souvent, voilà, on protège, on fait pas de mal à une coccinelle. C'est vraiment, ça porte bonheur, donc ça peut porter bonheur à nos clients. Et puis, rapidement, on l'a utilisé comme un outil de communication qui est extraordinaire, aussi bien en interne qu'en externe, puisque une mascotte, c'est un truc top pour fédérer une équipe. Ouais. Voilà, hein, parce que vraiment, ça crée du lien, ça crée voilà, une culture d'entreprise, ça renforce tout ça, parce que on est tous réunis autour d'une mascotte. Parfois, les mêmes, voilà, on a des peluches mascottes, coccinelles, etc. On s'amuse avec tout ça. Et puis côté extérieur, on les a mis sur les voitures. Hein, donc sur les voitures, ça a été voilà, on a choqué. Parce qu'on n'attendait pas un expert comptable à mettre des grosses coccinelles sur des coccinelles en plus, puisqu'on a retenu assez rapidement le véhicule Volkswagen. Et en fait, on les a mis dans des situations avec des formats qui sont très gros, très visibles, et avec un côté ludique aussi, pour montrer qu'on brisait un petit peu les codes du métier, qui pouvaient paraître peut-être sérieux, un peu austère, et qu'on pouvait communiquer de manière différente sur ce métier. Et ces voitures qui se sont répandues dans la région, ça a été un facteur de reconnaissance pour le cabinet qui a été remarquable, puisque la plupart des clients nous disent on n'est pas une journée sans croiser une de vos voitures. T'as pas eu peur quand même à un moment de se dire non, quand même, ça va pas être sérieux? J'ai peur que le client se dise je suis pas sérieux. En fait, non, j'ai pas eu peur. Alors peut-être j'ai eu tort parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit comme toi. Ouais. Mais en fait, rapidement, ma volonté c'était de briser cette glace et de dire que finalement l'expert comptable ne devait pas être le notable auquel on avait un peu peur de parler. Même je vais à mon train de bilan, on va pas rigoler quoi. Enfin, ça, voilà. Est-ce que je vais oser poser des questions? Tout ce qu'il me dit, je comprends pas tout. Est-ce que j'ose poser des questions à cette personne-là? En fait, nous, on voulait vraiment briser tout ça pour faire en sorte que la communication devienne plus fluide. Et la coccinelle, elle nous a beaucoup aidé pour ça. Parce que même les enfants des clients qui venaient au cabinet, voilà, on avait des petits jeux coccinelles, etc. Et tout de suite, même je pense pour l'attractivité, quelque part, on aide l'attractivité de la profession en montrant que c'est un métier qui est accueillant, même que les enfants se sont à l'aise quand ils viennent avec leurs parents au sein du cabinet, et qu'ils aient, je sais pas, un petit jeu spécial, dessine la coccinelle, machin, etc. Je trouve que c'est une façon aussi de défendre l'attractivité de notre métier. Parce que pour les gamins, plus tard, quand ils grandiront, voilà, ils retiendront une image plutôt sympa. Ouais, t'as fait un peu peut-être comme... qu'ils viendront faire un stage. T'as fait un peu comme McDo avec le jouet, en fait, pour pouvoir s'identifier. Et moi, je pense que c'est très bien où, en fait, t'assumes, et ça répond aussi à l'oppositionnement d'une TPE, peut-être pas d'un grand groupe, qui aura peut-être plus de sérieux, mais au moins, tu joues la chose à fond. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est d'assumer, et en disant, ça correspond à mon positionnement, ça correspond à ma clientèle, on va jusqu'au bout, que être mitigé, avoir peur, être au milieu, en fait, on va devenir un peu comme tout le monde et du coup, on n'émerge plus et donc c'est difficile de vendre le prix, ainsi de suite. Quand on analyse un petit peu avec d'autres membres du label que j'accompagne, en fait, la stratégie, on a parfois eu des décisions de dire, par rapport à mon positionnement actuel, parce que l'entreprise, c'est un monde en mouvement. Donc, à un moment donné, on peut cibler TPE et puis décider de vouloir progresser sur le champ de la PME. Il y a moyen de conserver une mascotte, mais en lui donnant une place un petit peu différente, en la dessinant de manière différente, voilà. On peut garder cette logique et la rendre quand même encore plus professionnelle, un petit peu plus adaptée à une communication PME. Donc, on peut faire évoluer les choses, et dans la durée, c'est tout à fait quelque chose qui peut s'infléchir un petit peu au niveau de la politique de communication. On va changer les codes, on va changer un petit peu quelques petits leviers pour s'adapter à notre clientèle. Il faut toujours se dire, c'est quoi ma cible, quelle est ma cible prioritaire, et comment je m'adapte au mieux à ma cible, et la communication, c'est fait pour évoluer. Je vais aller rapide.
je n'ai pas envie de faire tout ce qui va être m'analyser moi. Est-ce que tu penses que c'est la bonne idée de je vais copier copilote? Hop, et ça va marcher, d'après toi? Bah, je pense pas, non, parce que évidemment, comme je le disais tout à l'heure, d'abord il faut avoir. Alors après, sauf si vraiment il y avait autant de points communs, je dirais, entre la personne qui dit ça et nous, il faut faire quelque chose qui se correspond à soi, en fait. Hein. Donc, on peut arriver à quelqu'un qui correspond pile à l'ADN copilote, mais pourquoi pas plutôt intégrer copilote dans ce cas-là? On cherche des associés aussi de temps en temps pour le développement. Mais si on a les valeurs et l'ADN copilote, on rentre chez copilote ou on s'associe avec copilote. Mais copier, à mon avis, c'est toujours une erreur parce que on va pas être soi-même. Si on n'est pas soi-même, on sera moins bon et on aura des difficultés à le communiquer ou on a des difficultés à livrer la promesse. Parce que si on fait une promesse qui est copiée sur quelqu'un d'autre et qu'on peut pas délivrer, on se fait piéger. Le marketing, c'est pas vendre des choses qu'on sait pas faire. Hein. C'est savoir ce qu'on sait faire et en fonction de ça, mettre en avant ce qu'on sait faire. Donc c'est pas pareil en fait. Hein. Donc la copie, non. Préfère l'original. Je suis complètement d'accord avec toi. C'était une petite question piège pour te faire émerger que, en fait, faut vendre soi, faut être soi-même, dire voilà, bah, par exemple, je suis pas bon dans ce domaine-là, je le fais pas. Moi, j'ai du coup, avec le diplôme d'expert comptable, j'ai jamais fait d'IFRS, je vais pas en vendre. J'aurais voulu copier Frédéric, il en faisait peut-être, et ben je vais dire non, bah parce que je suis pas compétent et je pourrais pas le livrer, et donc ça me met en défaut. Par contre, sur d'autres domaines où on est bon, bah communiquez dessus, dites voilà, ça je peux le faire, je suis bon là-dessus, défendez votre prix. Allez, on va plus loin. Comment un cabinet, du coup, veut intégrer du marketing dans un cabinet comptable? Comment il fait pour surmonter ça? Comment il s'organise? Et je vais même aller plus loin, en période fiscale, tes associés, du coup, ils disent ouais, m'embête pas, ce côté marketing, laisse-moi tranquille. Alors c'est vrai que depuis que j'ai confié les missions, puisque je l'ai dit assez tôt, j'ai délégué, j'ai pris du recul. Ça me fait penser à une petite anecdote, puisque j'ai même des confrères et consoeurs qui sont venus me voir en avion pour étudier la bête curieuse. C'était au début du réseau Label Copilote. Avant d'intégrer le réseau, ils étaient venus me voir en avion en disant ah ouais, c'est dingue comment t'as réussi à confier les dossiers que tu faisais en aussi peu de temps. Et comment t'as fait? Parce que nous, on aurait fait pareil. Ah Donc oui, c'était mais... un peu de venir étudier ça. Alors en fait, je pense que la clé, ça a été ces fameux recrutements que j'ai évoqués tout à l'heure, puisque finalement, on arrivait avec le fait de recruter une personne sur une fonction qui n'existe pas, ça force à se repositionner différemment. Donc moi, je l'ai fait sur plein de secteurs, je l'ai dit tout à l'heure, le numérique, les RH, le marketing, les services aux particuliers. On a développé des activités nouvelles en recrutant des personnes sur des marchés qu'on pressentait, mais qu'on n'avait pas encore créés, en fait. Donc ça a été toujours un peu l'innovation. Tenter des nouvelles choses, réfléchir à des nouveaux marchés, et puis se lancer, oser. Tu t'es pas dit, par exemple, je suis pas compétent dans ce domaine-là, et si je donne la compétence à cette personne-là, elle part, je fais comment? J'ai toujours réfléchi par rapport à la compétence sur la nécessité de croiser l'utilité client. C'était de se dire finalement, qu'est-ce qui est le plus utile et le plus à valeur ajoutée pour mon client? Et en fonction de cette utilité et de cette valeur ajoutée client, qu'est-ce que je suis capable de faire? Parce qu'il faut croiser quand même les deux, évidemment. Il ne s'agit pas de répondre à l'utilité client sans considérer ce que je suis capable de faire. À partir du moment où j'arrive à combiner les deux, c'est utile pour mon client et je suis capable de faire, bah, je vais développer une activité là-dessus. T'oses prendre des risques? Bah, j'aime bien, oui. Alors après, tous les risques qu'on prend ne débouchent pas. Donc, on va les prendre de manière un petit peu mesurée. Ça me fait penser à un raisonnement que c'est Jean-Luc Bessonnet qui m'expliquait le principe de l'effectuation. C'est d'accepter un niveau de perte acceptable. C'est de pas de raisonner par rapport à la notion de risque, qui peut faire peur, Bien sûr. mais plus de dire, je vais tenter ça, qu'est-ce que j'accepte de perdre si ça marche pas? Et je dis, bah voilà, mon investissement, il est à hauteur de ça, c'est comme si j'avais budgété, je prends un risque, je sais qu'au pire, je vais perdre ça. Et ça, parfois, ça peut aider le passage à l'action, et tenter les choses, voir si le marché répond bien, si les clients sont satisfaits, si on peut en faire un facteur de savoir-faire, savoir aussi s'il y a d'autres entreprises sur le secteur qui vont peut-être adhérer à ce service ou à ce produit nouveau. Voilà, tenter quelque chose, mais en raisonnant sur, bah, au pire, je perdrai ça. Voilà, je fais un investissement en temps ou en euros qui va correspondre à temps, et je multiplie souvent les expériences comme ça avant de décider de me lancer vers un marché que je vais vraiment approfondir, sur lequel je vais mettre un investissement, pour le coup,
plus important. C'est ce que tu disais, tu avais en fait ton projet à 10 ans, et en fait, tu n'as pas fait, comme on dirait en poker, all-in, tu n'as pas tout misé d'un coup, tu as fait par étapes. Ah, premier escalier, je tentais un premier truc, ça a accepté, hop, deuxième, ah non, il s'est cassé la gueule, je reviens au point 1. Voilà, exactement. Là, je remonte. C'est peut-être ça qu'il faut qu'on se dise, je fais par étapes, je fais une première période de bilan, je me concentre par exemple sur les réseaux sociaux, deuxième, ainsi de suite. Nous, on l'a fait par marche, effectivement, et je pense que c'est plus facile de faire des changements ainsi. Bon, après, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont plus des joueurs de poker ou de bluff qui vont miser sur un grand coup, mais c'est pas mon caractère. Mais ça permet aussi de prendre moins de risques et mieux s'organiser dès qu'on est plus petit. Toi, tu parais ex nihilo, t'as peut-être pas plusieurs collabs. Allez, on y va pas à pas. Même financièrement, si on fait le rapprochement par rapport aux résultats et aux bénéfices de la structure, j'ai toujours plutôt eu l'idée d'être assez raisonnable sur mes prélèvements perso et de me dire, mon résultat, c'est ce que je peux investir et c'est ce que je peux perdre au plus. C'est-à-dire, je vais pas me mettre dans le rouge. Je vais dire, pour l'année prochaine, par exemple, j'ai 50 000. Je vais mettre 50 000 dans un projet ou dans 2-3 projets. Et au pire, j'aurai 0 de résultat. Voilà. C'est une approche de la perte acceptable. Je pense que je peux me le permettre. Au pire, je ferai une année blanche. Mais je vais pas me mettre dans le rouge. Mais pour autant, ça me permet quand même de tenter des choses. Et plutôt que d'avoir des prélèvements très élevés, souvent, au lieu d'avoir 50, tu te retrouves avec 100 ou 150 à la sortie parce que les projets ont marché. Est-ce que tu as un peu cette philosophie que je vois souvent chez les anglo-saxons? Tu es toujours en mode investissement et pas charge. Tu dis j'investis, on verra, et pas c'est une charge, ça coûte cher, comme tu dis. Ah oui, vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est une logique intuitive pour moi. Comment on peut faire, justement? Est-ce que tu as réussi à travailler avec tes associés? Je vais te dire ça. Ah oui, alors effectivement, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Bon, parfois, certaines personnes ont plus un raisonnement, effectivement, réduire les charges. Oui. Moi, j'ai toujours essayé de sortir des problèmes financiers éventuels qui pourraient survenir plutôt par les ventes, par l'augmentation des ventes. Donc, naturellement, d'aller chercher ce qui va permettre d'équilibrer par le haut en augmentant les ventes et pas en baissant les charges. Et comment tu fais avec tes équipes? Comment vous avez réussi pour les faire vendre? Est-ce que c'est que les associés ou vous accompagnez les collabs qui sont les premiers à savoir, en fait, pour la détection et peut-être la vente? En fait, on essaie quand même d'être à l'écoute et d'avoir un degré de proximité client qui soit important. Ça a toujours été présent dans notre stratégie, c'est d'être très près du client. Donc ça, même si le collaborateur, forcément, il capte une grande partie des signaux, comme l'expert comptable n'est jamais très loin et qu'il y a énormément d'échanges au sein des équipes, on est très proche des écoutes du besoin des clients. Moi, je pense en plus, c'est même pas de la vraie vente, en fait. Si on écoute son client, si on voit que, exemple type, il est pas bon au niveau de sa trésor, on voit qu'il y a beaucoup de créances clients, je détecte tout simplement qu'il a besoin d'un accompagnement pour faire rentrer l'argent. Et en fait, lui, ça va lui faire rentrer, on va l'aider. Du coup, il accepte la mission, et alors, limite, il n'a même besoin de la vente, c'est juste de la discussion. Ça, c'est marrant parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans mon cabinet avec une collaboratrice qui a développé ses missions. Elle faisait le recouvrement pour nos clients, en fait. Et puis, on lui a dit, mais quand même, les clients, ils ont aussi pas mal de problèmes de recouvrement, et elle était tentée d'aller un petit peu vers ça. Donc, on lui a vendu quelques missions, elle a commencé à en faire, et maintenant, elle est en train de développer un petit peu tout ce qui va être service administratif aux entreprises, et elle est super ravie. Maintenant, elle va même dans les groupes BNI pour vendre un petit peu ce qu'elle sait faire, et elle va développer progressivement, je pense, sa niche de service. Alors, c'est vrai qu'au début, je dois avouer que j'étais un petit peu réservé, c'est sur la valeur ajoutée. Je me suis canalisé peut-être trop, et d'ailleurs c'est mes associés qui m'ont convaincu de ce sujet-là. C'est la complémentarité de cette mission, j'en étais conscient, très utile aux clients, mais je voulais être avant tout focus sur la valeur ajoutée forte. D'accord. En me disant, si je peux investir sur de la valeur ajoutée forte, parce que je pensais que ces missions-là étaient pas facilement valorisables en termes d'honoraires, et que c'était difficile de les valoriser. Et en fait, on s'est rendu compte, et là je me suis trompé sur cette analyse, c'est que finalement, au début, on les vendait très peu cher, en se disant, oui, mais c'est de l'administratif, donc ils vont trouver d'autres personnes qui peuvent le faire beaucoup moins cher que nous, etc. Et on n'était pas du tout dans la bonne logique. À un moment donné, on a perçu la valeur qu'on apportait aux clients, et on s'est mis à vendre ces missions-là à un bon prix, qui était peut-être inédit par rapport à ce qu'il peut y avoir dans la concurrence hors du secteur. Et les clients sont très satisfaits, et l'efficacité des missions, elle est au top, et ils nous recommandent des nouveaux clients tous les jours. Je vais t'embêter là, sur le côté de tarification. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est possible de mettre un pourcentage là-dessus? Alors oui, on le fait d'ailleurs. Oui, c'est tout à fait possible de mettre un pourcentage, ou en tout cas de faire au minima un diagnostic spécifique à chacun des clients.
Donc par exemple, nous, on lance pas une mission de recouvrement sans avoir analysé au préalable la situation. Parce que souvent, on s'est rendu compte que sur ce type de mission, c'est des choses toutes bêtes, mais ce sont des clients qui gèrent leur compta en interne. D'accord. Si leur compta, elle est pas nickel, ben en fait, la mission de recouvrement, il y a déjà une mission de compta à faire avant, parce que sinon, on va relancer des créances qui sont pas dues, parce que c'est la compta qui est pas à jour. Donc, faut vraiment faire un diagnostic qui soit suffisamment précis pour savoir de quoi le client a besoin, parce que parfois, c'est pas forcément le client qui veut pas payer, c'est qu'il le doit pas, parce que la compta de notre client n'est pas à jour. Donc, en fait, on a toutes les ressources dans le cabinet pour répondre à ces missions-là, et on arrive avec un petit examen du grand livre au préalable, à voir un petit peu où on en est, et rapidement à chiffrer un petit peu la mission qui va être efficace et qui va vraiment satisfaire le client. Parce que ce qu'il veut, lui, c'est de la trésorerie qui rentre. Donc, il faut qu'on soit capable de lui dire, notre mission va être en 2 étapes. D'abord, on va remettre notre compta au carré. Ensuite, on fera une mission dans laquelle on va relancer. Et là, on aura un pourcentage. Je fais le parallèle avec le marketing. En fait, tu as pris un audit au départ pour dire comment est la situation, j'analyse, et après, voilà comment je me lance pour que ce soit cohérent. On en revient toujours un peu à ces balbutiements, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de se poser, schéma strat, avant de dire oui, je fonce, et en fait, comme tu as dit, en fait, c'est juste un problème de compta qui est peut-être pas à jour. Donc rien à voir, en fait, les encaissements. Donc, il faut prendre le temps au départ avant de se lancer. C'est ça, et puis parfois on fait des missions d'accompagnement, parce que c'est des missions qui peuvent paraître ponctuelles, mais souvent après ils nous demandent, est-ce que vous pourriez pas le faire régulièrement, ou en tout cas nous aider. C'est un petit peu la logique, c'est de se dire d'avoir quelqu'un qui va les suivre en externe comme ça, par rapport à leur service. Ils vont savoir que le truc est sur contrôle. Et une fois qu'on a remis la situation, parce que généralement on est plutôt sur des missions pompiers, on revient, la trésorerie est un peu tendue, il y a beaucoup de du client. Donc on remet la compta au carré, on fait les relances principales, on recouvre au maximum de ce qu'on peut recouvrir en un temps court, et puis après, on leur propose une mission d'accompagnement en disant il faut plus jamais que ça dérape comme ça vous est arrivé. Nous, on va venir tous les trimestres faire un petit point. Et donc elle est facile à vendre cette mission. Oui. Dans le prolongement, c'est facile. Bon, top, voilà. Encore des nouveaux tips. Allez, maintenant on part sur la partie future. Moi, je voudrais avoir ta boule de cristal avec ton expérience. C'est qu'est-ce que tu vois comme évolution de marketing dans les années à venir? Est-ce que tu penses qu'on va partir sur la spécialisation? Est-ce que tu penses qu'en fait on va être acheté par les gros? Qu'il faut plus du tout en faire de marketing et ça va bien passer? Alors plus du tout de marketing, non, je pense pas. Je Moi non plus. Naturellement là-dessus. T'as de beaux jours devant toi en te positionnant sur le marketing, Florian. Alors je pense que moi ce que j'ai observé, c'est que pendant une dizaine d'années, on a dit c'est le client d'abord. D'accord? C'est-à-dire on était client centrique, il y a que le client, etc. Et après, on a eu la progression du métier qui a fait que les collaborateurs sont devenus rares. Et maintenant, on a dit, c'est l'équipe d'abord. Oui. Les clients, on les prendra quand on aura le temps, ou on prend plus n'importe lesquels, etc. Et donc, ça me fait un peu penser d'ailleurs à un livre qui s'appelle Les employés d'abord, les clients ensuite. Tu as peut-être entendu parler, en fait. Je le lirai. C'est ce livre qui finalement a fait la... Tu le lis? Non, je vais le lire. Tu vas le lire, ok, ça t'a donné envie. Je pense que dans un temps futur, on va arriver à un équilibre des deux notions. C'est-à-dire que bien sûr, il y a les clients, bien sûr, il y a l'équipe, et l'important, c'est les deux. Et nous, d'ailleurs, au sein du label Copelon, on l'a compris assez tôt. C'est d'ailleurs une collaboratrice qui nous l'a fait comprendre, parce que dans un rassemblement qui s'appelait Imaginez votre cabinet demain, elle a dit il faudrait mettre en place un outil de mesure de la satisfaction client et un outil de mesure de la satisfaction équipe. Et c'est finalement ce qu'on a décidé de créer au sein du label Copilote comme étant le socle de la mesure de performance d'un cabinet. Nous, on considère qu'un cabinet performant, c'est un cabinet qui satisfait ses clients et son équipe. Et qui a un vrai équilibre. Il ne faut pas que ce soit que les clients ou que l'équipe, il faut vraiment y ait les deux. Donc ça, c'est important. C'est vrai qu'il y a 5 ans à peu près, quand on a décidé de mettre ça en place, c'était un petit peu en avance sur le volet des collaborateurs. Et moi, ce que je conseillerais aux jeunes, moins jeunes confrères, c'est de mettre en place ces mesures anonymes de satisfaction. Parce que on dit souvent, ce qui se mesure pas ne s'améliore pas. Bien sûr. Et on mesure rarement la vraie satisfaction d'une équipe. On le mesure dans le contact qu'on peut avoir avec ses équipiers, mais l'anonymat, c'est quelque chose qui va libérer les personnes du jugement et qui va leur permettre de vraiment dire les choses. Et ça, nous, ça a vraiment été un révélateur quand on est passé du ressenti qu'on avait à la mesure anonyme. C'était un cap et ça nous a permis de mener des actions de fond qui nous a permis de nous améliorer au niveau de nos approches managériales et RH. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, si vous n'avez jamais fait une enquête anonyme, on dit souvent, si vous l'avez pas fait hier, le meilleur moment, c'est maintenant. Donc, vraiment se lancer là-dessus parce que ça va permettre à chacun
de mesurer un peu l'état des lieux du cabinet, où est-ce qu'il en est, par rapport à ses clients, par rapport à son équipe. Et je pense que dans le futur, ça va se rééquilibrer sur une écoute équilibrée de ces deux parties prenantes qui sont essentielles. Ça t'a pas fait mal quand même quand tu vois que ton cabinet il est parti de quelque chose qui était assez traditionnel jusqu'à aujourd'hui, que tu te confrontes à ces avis qui vont peut-être être négatifs vers toi, est-ce que ça te fait pas mal ou tu te dis pas attends, j'ai fait tous ces efforts, tout ça, c'est dur, ça peut être dur d'être encaissé. Comment tu peux nous dire, toi, comment je le passe de côté, je le traite? C'est souvent ce que me disent les confrères qui ont peur, en fait. En fait, souvent, quand on propose les enquêtes, ils ont peur du jugement, en fait. Bien sûr. C'est le premier réflexe, hein, c'est normal, c'est naturel. On se dit, puis on a le syndrome du restaurateur ou de l'hôtelier qui s'est pris une mauvaise note sur Booking ou sur TripAdvisor, et ils nous disent toute la journée, c'est injuste, on nous juge de manière pas équitable, parfois c'est même pas des clients qui nous jugent. Oui, c'est vrai en plus. Donc c'est vrai qu'on a peur, et ça peut se comprendre. Alors, dans les cabinets dans lesquels les confrères nous ont fait confiance et on a pu mener ces enquêtes-là, on a toujours obtenu d'excellents résultats. D'accord ? Donc ça, c'est rassurant, parce que je pense que la profession, d'une manière générale, elle satisfait les parties prenantes. D'accord ? En particulier, les clients, on a toujours des niveaux de satisfaction qui sont très élevés. Ça peut être moins élevé au niveau des équipes, mais quand c'est le cas, de toute façon, plutôt que d'attendre du turnover qui va augmenter, il vaut mieux se dire, voilà, je me coupe un ongle plutôt que je me coupe le bras. Et donc, on va mesurer. Il faut prendre conscience, si ça correspond à des attentes des équipes et que c'est pas un point de vue isolé, qu'il y a 5, 10 personnes dans l'équipe qui pensent la même chose, il va falloir faire quelque chose. Donc si on mène pas des actions correctrices, si on n'a même pas conscience de ce qu'il faut mener, on n'a aucune chance de s'améliorer. Donc, comme on est dans une logique d'amélioration continue, non, ça m'a jamais fait peur de voir en vrai ce que pensent les gens. Et il y a besoin de le faire à peu près tous les ans, tous les 10 ans, tous les mois? Tu fais comment pour pas que ça te prenne trop de temps non plus? Nous, on le fait une fois par an. On le fait une fois par an sur chacune des parties prenantes, et je pense que ça me paraît un rythme équilibré. C'est ce que je conseillerais en tout cas. Bon, est-ce que tu as des nouvelles tendances ou technologiques? Est-ce qu'il y a des choses que, tiens, tu te dis là, ça pourrait être pas mal, là, je sens qu'il y a un truc qui va arriver là? Alors, juste avant, j'avais un autre conseil. Bah vas-y. C'était de miser sur le personal branding. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le personal branding, ça correspond à 100% au code de la nouvelle génération. Et la nouvelle génération va arriver dans le monde de l'entrepreneuriat. Ils ont été forgés par les influenceurs. Le personal branding, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est quoi le personal branding? C'est de faire en sorte que, en tant que personne, je vais parler pour représenter mon entreprise, représenter ma marque. D'accord? Donc, je vais m'exprimer sur les réseaux sociaux, je vais prendre la parole dans la presse, voilà. C'est de montrer en quoi j'incarne ma marque, en quoi ma marque se différencie, ce que je défends vraiment comme valeur, comme différenciation, qu'est-ce que je propose de différent à mes clients, en quoi ça les satisfait, et je vais l'exprimer clairement, ce vers quoi je vise, pourquoi je fais ça aussi, la partie RSE. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de prendre la parole. Et d'ailleurs, en créant les trophées de l'influence digitale, c'est un peu ce qu'on propose à nos confrères et experts comptables, consoeurs, c'est de s'investir là-dedans, et aussi aux collaborateurs, parce qu'il n'y a pas que, il n'y a pas que les experts et les associés qui doivent prendre la parole, c'est aussi les membres de l'équipe, c'est aussi les partenaires de la profession, et si l'ensemble de l'écosystème, il est plus communicant, ça va être un facteur d'attractivité formidable pour notre profession, parce que on va découvrir ce métier-là, un petit peu comme les enfants de nos clients qui rentrent en dessinant des coccinelles, on va nous découvrir avec un angle assez sympa, et sûrement on nous demandera des stages de découverte dans le cursus du lycée, et puis peut-être on intégrera plus facilement les cabinets, et ça va venir faire face aux besoins qui se développent, puisqu'on va recruter de plus en plus à l'avenir pour aider les entrepreneurs. Forcément on a besoin de bras, besoin de têtes bien faites, et donc on a besoin de séduire ces jeunes qui sont en attente de personnes qui vont prendre la parole, qui vont jouer une forme de mentorat, une forme d'inspirateur, et ils ont envie de voir ce genre de modèle qui va s'exprimer librement et simplement, de manière transparente, en vidéo notamment, ou en écrit même. Donc prenez la parole, parce que ça sera bon pour l'avenir de la profession. Et au niveau du personal branding, peut-être quand vous êtes sur 4 ou 5 associés, pas obligé de le faire pour tout le monde. On peut au moins qu'il y ait une personne qui représente le cabinet, d'après toi? Oui, c'est tout à fait possible. Il faut le faire aussi en fonction des aspirations de chacun. C'est-à-dire celui qui a envie le fait. Faut pas faire des trucs quand on n'a pas envie, quoi. Ça se sent. Hein. Ça se sent, voilà. Faut être légitime. S'il y en a un ou deux qui peuvent prendre le lead, c'est bien. Après, il faudra que ça corresponde aussi, forcément, comme c'est ceux qui vont attirer la lumière. Après, il va falloir qu'ils aient... c'est quoi leur rôle dans le cabinet?
Par exemple, est-ce que ça serait judicieux de faire prendre la lumière à la personne qui va s'occuper du contrôle de gestion et des procédures internes du cabinet? Peut-être pas. Il vaudrait mieux que ce soit quelqu'un qui va être plus vers le commercial ou vers l'extérieur, si on lui fait prendre la lumière sur le côté, on va dire, client, prospection. À l'inverse, c'est un RH, par exemple, quelqu'un qui va un rôle RH développé, il va pouvoir prendre la lumière sur le côté marque employeur, parce que forcément, c'est peut-être la personne qui va rencontrer naturellement les candidats lors des premiers entretiens. Donc, faut aussi réfléchir par rapport au rôle. Est-ce qu'il y a une vraie cohérence entre l'image ce que je fais et l'image que j'émets vis-à-vis de l'extérieur? Qui prend la parole en fonction du rôle? C'est peut-être pas toujours aussi adapté dans tous les cas. Je t'embête sur le côté personal branding des collaborateurs. Si un collaborateur qui a un certain personnel et on est obligé de le faire calquer par rapport au cabinet, est-ce qu'il va vouloir, est-ce que c'est pas un peu, on n'a pas peur? Nous déjà, on a toujours basé le personnel branding des équipes sur le volontariat. Ça, c'est la base, la règle numéro 1, c'est de proposer, mais de jamais rien imposer à personne. C'est pas parce qu'il y a un collaborateur, vous pensez qu'il est légitime, s'il a pas envie de prendre la parole, il vaut mieux le laisser dans son coin tranquille, prendre les volontaires, et souvent, c'est ces personnes-là qui vont revenir vers vous en disant « Oh bah tiens, j'ai vu un tel, ils ont pris la parole, bah moi aussi, je me sens capable maintenant, j'ai envie de le faire. » Et ça va venir dans un deuxième temps. Ça me fait penser à l'image d'un sac qu'on avait fait, c'était au tout début du cabinet, où on avait décidé de faire un petit damier avec des photos en 2 couleurs des collaborateurs. On avait basé sur le volontariat, et il y avait une collaboratrice qui avait dit « Bah non, moi, l'image, c'est quelque chose qui me dérange, machin, etc. » Le jour où on a imprimé le sac, qu'on l'a remis à nos clients, c'est là-dedans qu'ils transportaient leurs documents en papier à l'époque, les clients ont pris le sac, ils ont regardé, ah tiens, on reconnaît l'équipe, c'est marrant, tout ça. Ils disaient à la collaboratrice, mais vous êtes où? On n'arrive pas à vous trouver. Voilà, elle était revenue me voir en disant, mais si vous refaites un sac, moi, faudra mettre sur le sac. Hein. Bien sûr, ouais, c'est fédérateur. Faut jamais forcer, faut attendre que ça vienne des gens. Est-ce qu'on impose ou pas? Je te donne un exemple, on met sur un gros cabinet, on cherche des personal branding, il y en a un qui dit oui, tu fais le contrôle gestion, tu vas me parler que de contrôle gestion. Tu le vois comme ça, toi? Non, pas du tout, non. Alors évidemment, il peut paraître y avoir une logique entre le sujet sur lequel on est spécialiste et le sujet sur lequel on va s'exprimer. Mais si la collaboratrice, elle a un autre rôle, par exemple, je sais pas, dans la commission événement, et qu'elle veut parler de ça, de ce qu'elle apporte à l'entreprise, ben on va peut-être utiliser le message pour de la marque employeur. Voilà, on a des collaborateurs qui sont très investis en interne et qui vont essayer de contribuer à développer la marque employeur. Ça montre qu'il y a de la vie dans le cabinet, qu'il y a des choses qui se font en groupe, et elle va jouer son rôle d'une autre façon. Volontariat, vraiment, faut qu'elle soit à l'aise. Parce que parfois, il y a des gens, bien qu'ils soient spécialistes et experts dans leur niveau, ils vont avoir un petit problème de confiance en eux par rapport à ça. Ils vont avoir peut-être du mal à s'exprimer ou à le vendre vis-à-vis de l'extérieur. Faut laisser la maturité, toujours volontariat, on le laisse venir, on leur demande. Et puis, si tu veux pas participer en tant qu'acteur, est-ce que tu accepterais au moins de relayer le message sur les réseaux, par exemple, ou pas? Chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, c'est progressivement et c'est collectivement que la mayonnaise doit monter. C'est un petit peu comme quand on fait de la vente auprès des clients, on vient de le dire juste avant, qu'en fait, faut vendre sa personnalité, c'est de laisser sa personnalité, en fait, se découle, en fait. Et à partir de ça, ça fait des mélanges qui permettent d'attirer les bonnes personnes, je pense. C'est comme ça que ça marche le mieux. Dernièrement, on a lancé au niveau de mon cabinet une petite chaîne Instagram. Et sur Instagram, on a proposé aussi aux volontaires de parler et des sujets qu'ils voulaient, en fait. Voilà, donc on les a laissés s'exprimer et c'est plutôt bien parti. Félicitations. Allez, dernière question, avant de faire le jeu ceci ou cela. Donne-moi des tendances ou technologies que tu vas mettre en place là pour développer encore plus ton marketing. On va pouvoir comme ça avoir des idées pour nous. Alors là, je sais que je vais te faire plaisir parce que je vais parler de l'intelligence artificielle. Donc c'est un sujet que tu travailles beaucoup en ce moment. Ouais. Alors, c'est important pour l'avenir du marketing, mais pas seulement. Parce que forcément, l'intelligence artificielle, ça va être une vague importante. Hein. Moi, je considère que c'est une révolution industrielle, hein, au même titre qu'il y a eu le charbon, hein, le pétrole, il y a eu Internet, oui. Et je pense que c'est la 4e révolution majeure. Hein, donc il y aura avant et après l'IA. Et un conseil que je donnerais, là aussi ça va te faire plaisir, c'est de former les équipes, parce que je sais que tu le fais et que tu l'as fait dans mon cabinet en plus. Quand on a perçu, et d'ailleurs après ton passage, ce qu'on a vu, c'était que ça a révélé que des collaborateurs avaient des peurs, et que finalement on avait réussi à atténuer ces peurs pour... voilà, pas les transformer totalement, mais déjà annihiler la peur et déjà de se retrouver dans une situation où en fait, voilà, pourquoi pas. Voilà, on est passé du non, j'y toucherai pas au pourquoi pas. D'accord. Alors évidemment, pour ceux qui étaient plus avancés, on est passé du on applique, voilà, on applique et on utilise. Donc
Moi, je pense aussi qu'il faut partager cette révolution avec les équipes et la partager aussi avec nos clients. Parce que je suis partisan d'avoir un écosystème autour du cabinet dont les clients font partie. Même dans l'organigramme du cabinet, on met les clients au centre de l'organigramme. Donc, c'est un organigramme holistique qui place le client au centre. Et on décrit d'ailleurs dans cet organigramme l'ensemble des fonctions de nos collaborateurs, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait les fonctions techniques de nos collaborateurs qui étaient bien décrites, responsable du pôle social, responsable du pôle juridique, mais par contre qu'un collaborateur joue le rôle d'aller nous représenter dans un apéro entrepreneur, qu'il aille dans une journée de son établissement scolaire de formation initiale pour défendre son métier. Et tout ça, c'était absent de l'organigramme. Donc on a décidé d'ajouter toutes ces fonctions qui sont non techniques dans l'organigramme pour montrer que ce qui dépasse la technique, c'est ouvert à tous. Et que ceux qui veulent s'y impliquer, ils ont une place. Et en plus, ça a de la valeur. Et souvent, c'est ça qu'on a du mal à mettre en avant. On peut avoir de la technique, mais par exemple, le relationnel client, ces choses-là qui permettent de trouver aussi de la prospection, ça a une valeur. Et souvent, c'est celle-là que recherche souvent le plus le client, ou va le plus formaliser, entre guillemets. Et aussi, valoriser les collaborateurs qui sont dans les pôles dits administratifs, qu'on appelle support chez nous, c'est de montrer que finalement, il n'y a pas que la production qui va, même si c'est eux qui sont le plus souvent en contact avec le client, que chacun a son rôle. Bien sûr, et souvent, il peut y avoir cet amalgame et cette problématique où les fonctions support disent nous, on est un peu mis en retrait, en gros, les tout-puissants, ça va être ceux de la prod. Non, ça leur donne la valeur, et par exemple, on peut être les meilleurs en prod. Si ça se passe pas bien administratif, derrière, c'est toute la chaîne de valeur qui est mauvaise, quoi. Absolument. Donc, on y travaille en développant la cohésion de l'ensemble du groupe. Et pour moi, le fait de représenter le rôle de chacun dans cet organigramme, c'est une façon aussi de contribuer au développement de cette cohésion. Ça fait plus d'1 heure qu'on est ensemble, on a appris plein de choses, mais avant de te laisser, moi j'aimerais faire le jeu ceci ou cela que je fais maintenant sur toutes les saisons pour apprendre à mieux te connaître. J'ai une série de 6 questions. C'est une surprise, là j'ai pas eu les questions à l'avance, c'est la surprise. Alors, ma question c'est, est-ce que tu es expert comptable avec un penchant marketeur, ou tu es plutôt maintenant un marketeur avec un penchant expert comptable? Non, je dirais ni l'un ni l'autre, je sais pas si j'ai le droit. Si, t'as le droit. Je suis plutôt un entrepreneur avec un penchant expert comptable. D'accord, parfait, je l'apprends. Est-ce que t'es plus un lève-tôt ou un couche-tard? Alors, je suis plutôt un lève-tôt, clairement, là. Moi, je suis de l'autre côté, tu vois, j'ai du mal le matin. On se croisera de temps en temps. Voilà, au début. Est-ce que tu préfères rester au cabinet ou sortir de ton cabinet? Sortir de ce cabinet, oui, ça, tu l'as compris tout à l'heure. J'ai dit que c'était vraiment une volonté de le faire très tôt. Je préfère vraiment sortir du cabinet. D'ailleurs, quand je suis dans mon bureau, je suis tout le temps debout, je tourne. Je vais dans les différents bureaux des gens, voilà. Je pense que la réflexion et la prise de recul, c'est quelque chose que j'apprécie debout. Quand je suis dans une position statique assise, j'ai l'impression que ça bloque ma réflexion. Il y a beaucoup de gens qui disent, il y a des études qui ont été faites, le fait de se promener permet de développer aussi l'intellect et des nouvelles idées. Et c'est une petite anecdote, j'ai toujours mes meilleures idées sous la douche le matin. Et donc, en fait, je sais pas, il y a la position debout. Voilà. Alors, la douche, c'est pas assez vaste pour que je marche dedans, mais je pense que le contact avec l'eau, en plus, je sais pas ce que ça fait, mais voilà. Une énergie qui sort. Avec des idées sympas. Donc, au cabinet, il va falloir mettre une douche, tu vois. Il y en a. Il y en a pour les sportifs qui travaillent, qui vont courir le midi. À la prochaine. T'es plutôt poisson ou viande, toi? Viande, là, clairement. Mais t'habites au bord de la mer. J'ai pris une grosse entrecôte de viande argentine, là, c'était top. 350 grammes. Non, vraiment, je suis amateur de viande saignante, c'est top. Et le poisson, bien qu'étant en bord de mer, d'ailleurs, il y a certains de mes clients qui vendent du poisson ou des crustacés, et j'en prends pas, jamais. T'es plutôt montagne ou mer? Alors, je suis plutôt mer. La montagne, j'y vais parfois 1 fois par an, mais il m'est arrivé encore une petite anecdote, c'est que j'ai peur dans les télésièges. Ça peut paraître un peu curieux, je livre mes faiblesses. Et donc la mer, c'est vraiment quelque chose qui me suit, que ce soit sur la côte d'Azur ou près de nos côtes normandes et les îles de Chausey. J'apprécie beaucoup la mer et j'ai beaucoup de mal à vivre loin de la mer. Allez, la dernière, même si t'en es plus trop proche, tu préfères faire un contrôle fiscal qui dure pas longtemps ou faire la période fiscale qui dure tout le temps? En fait, je fais une sorte de période fiscale qui est un petit peu inversée maintenant, puisque à hauteur de 70% de mon temps, j'accompagne des cabinets d'expertise comptable. Donc, je dirais, je préfère la période fiscale qui dure un peu longtemps. Alors, c'est l'anti-période fiscale, puisque moi, j'accompagne les cabinets plutôt à partir du mois de juin jusqu'au mois de janvier. Donc là,
au moment où on tourne, on est proche de la sortie de Période Fiscale. Je suis un peu exténué, mais je suis ravi d'avoir aidé tous ces cabinets et d'avoir contribué un petit peu à les aider à se développer. Eh ben, on te remercie de ta présence, de tout ce que tu nous as partagé, tous ces tips. Et puis, on souhaite le meilleur pour le label, pour le cabinet. Et puis nous, on se retrouve au prochain épisode pour cette saison 3 qui va être impressionnante. Allez, à bientôt. Encore merci Florian de m'avoir reçu, à bientôt. Avant de se quitter, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères. J'en profite pour remercier mes partenaires qui, grâce à eux, me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois. Merci, rendez-vous au prochain épisode.